Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre conférence Les professions de demain en sciences humaines et relations industrielles. Je me présente, je m'appelle Carla Simon, j'ai un baccalauréat en communication de l'Université au Brésil, mon pays d'origine, et j'ai une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal. Présentement, je suis conseillère et chef d'équipe au service de l'admission et du recrutement de l'UDM. Je serai votre animatrice pour cette conférence. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir 3 personnes très impliquées dans les milieux des ressources humaines et relations industrielles. Avant de vous les présenter, on va écouter une courte vidéo de l'Université de Montréal. Ensuite, moi, je vais vous les présenter. Vous pouvez aussi poser des questions à nos conférencières à travers la plateforme Slido. On va afficher un code à l'écran et vous pouvez poser vos questions. Moi aussi, j'en ai préparé quelques-unes. Et à la fin, vous pouvez venir ici les rencontrer si vous voulez. On peut commencer avec la vidéo. Bon, ici, vous avez les accès à notre plateforme Slido. Vous pouvez soit télécharger l'application ou sur le site web, juste saisir les codes et nous envoyer vos questions. Je commence alors à vous présenter notre conférencière Noémie Ferland-Dorval, directrice communication et affaires publiques à l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Noémie a étudié en administration des affaires. Elle travaille au sein de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés depuis près de 10 ans. Maintenant, directrice des communications et des affaires publiques, elle s'assure notamment de faire vivre la mission sociale de l'Ordre. Elle s'investit également auprès du développement des tout-petits à titre de présidente du CA dans CPE, comptant plusieurs installations. L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés encadre la profession ressources humaines et relations industrielles au Québec. À l'instar des autres ordres professionnels du Québec, sa mission première est la protection du public. Merci d'être là. Notre prochaine conférencière, c'est Maude Boivin-Soli, chef acquisition des talents et diversité à l'Université de Montréal. Elle a un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal, où elle a effectué son stage de fin d'études. À la direction des ressources humaines, Maude a travaillé en tant qu'analyste en dotation, conseillère en dotation, conseillère en développement organisationnel, coordination d'équipe, entre autres. Présentement, elle gère une équipe de 16 personnes à l'UDM. Si vous avez des questions sur les programmes en particulier, les programmes des relations industrielles, les kiosques se trouvent à droite. Notre prochaine conférencière, c'est Anne-Julie Ouellette, directrice des personnes de la culture, du leadership, des communications et des relations publiques du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Gestionnaire chevronnée, Madame Anne-Julie Ouellette cumule plus de 20 ans d'expérience, principalement en communication et relations publiques. Détentrice d'un baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal, en 2 ESS en gestion d'HEC Montréal et d'un MBA, Anne-Julie travaille au Sainte-Justine depuis plus de 5 ans.
Depuis cet automne, elle est à la tête de la direction des personnes de la culture, du leadership, des communications et des relations publiques. Elle supervise une équipe de près de 140 professionnels en ressources humaines et en communication. Merci, mesdames, d'être là avec nous aujourd'hui. Je commence déjà avec ma première question. C'est pour Madame Dorval. Nos futurs étudiants s'y questionnent sur les perspectives des carrières dans le secteur des ressources humaines et relations de travail. Pourriez-vous nous donner un survol des postes qui existent dans ces milieux de travail? Oui. Bien, tout d'abord, je voulais mentionner que la profession RH-RI a clairement le vent dans les voiles, parce que lorsqu'on questionne les dirigeants d'entreprises du Québec à savoir quelles sont leurs principales préoccupations, ils sont unanimes. Ce sont des enjeux en matière de gestion des ressources humaines, donc ils sont à la recherche grandement de professionnels RH-RI qui vont pouvoir les épauler là-dedans. Donc, juste avant de débuter avec les postes en demande, je voulais parler un petit peu de notre perception des rôles RH et RI. Donc, ce sont des gens qui vont accompagner les dirigeants, les gestionnaires et les travailleurs. Dans le fond, leur but, c'est de permettre aux personnes de s'épanouir dans le cadre de leur travail et à l'organisation de rencontrer ses objectifs d'affaires. Donc, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui a un côté très tourné vers l'humain, mais également un côté business, ça peut être une belle voie d'accès pour vous. Par rapport aux postes en demande, souvent, on sait d'emblée que les professionnels RH vont s'occuper du recrutement et sont aussi présents lorsqu'il y a fin d'emploi. Mais il y a tout un monde entre les deux qui est méconnu, donc je suis bien heureuse aujourd'hui d'avoir la possibilité qu'on puisse démystifier tout ça ensemble. Pour les postes très en demande, je vais vous en parler de 4, mais il y en a une multitude. Je vous dis, c'est une profession qui est très recherchée. Donc, la première, c'est les généralistes en PME. On est une économie de PME au Québec et les organisations ont bien compris l'importance des ressources humaines. Donc, ils sont à la recherche de gens qui vont pouvoir être versatiles, qui vont s'occuper de l'ensemble des domaines des ressources humaines au sein de l'organisation. Pour ça, on va avoir besoin de quelqu'un qui est très autonome, qui aime ça toucher à tout, puis souvent, il va être seul dans une petite organisation, puis c'est lui qui va gérer l'ensemble des besoins RH. Évidemment, il y a le recrutement. On est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, le monde du travail, c'est une véritable guerre des talents. On se les arrache. Les professionnels RH, non seulement vont s'occuper du recrutement, mais maintenant même empruntent, je dirais, les codes du marketing parce qu'il va falloir convaincre les gens de venir travailler chez eux. On se promène sur l'autoroute. Avant, on voyait beaucoup de publicités qui disaient je te vends mon produit et mon service », mais maintenant, on voit beaucoup de publicités qui disent « viens travailler chez nous ». Donc, ils vont devoir faire ça. Ils font aussi l'utilisation des médias sociaux pour aller chercher ces talents-là. Un autre poste très en demande, l'équité, la diversité et l'inclusion. Les organisations ont bien compris l'importance de s'ouvrir à la diversité pour les bénéfices d'affaires et d'innovation que ça comporte et ont besoin de spécialistes pour les épauler là-dedans. Donc, on voit beaucoup de postes de spécialistes EDI en demande actuellement. Finalement, les postes en SST, donc santé, sécurité au travail. Autant d'un point de vue physique, s'assurer que les gens ne se blessent pas, par exemple, mais aussi d'un point de vue psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer le mieux-être dans l'organisation, assurer que les gens soient bien? On l'a vu avec la pandémie, il y a eu beaucoup de besoins là-dedans, puis ça va continuer. Donc, c'est un autre poste très en demande. Bon, je sais que le temps passe vite, donc je vais juste parler rapidement. Il y a aussi les postes en rémunération pour ceux qui aiment les chiffres. Il y a les postes au niveau de la gestion du changement pour ceux qui aiment les communications, les relations de travail pour ceux qui aiment ça, dénouer les conflits puis trouver des solutions qui peuvent convenir aux deux parties. Le développement des compétences pour ceux qui aiment apprendre et faire apprendre. Donc, je vous dirais que beaucoup de postes actuellement sur le marché en matière de gestion des ressources humaines et des relations industrielles. Donc, il y a vraiment possibilité pour tout le monde d'y trouver son compte. Super. La prochaine question, c'est pour Madame Boivin-Soli. Quand on mentionne qu'on travaille à l'Université de Montréal, les gens pensent qu'on a des professeurs, mais on sait très bien qu'il existe une multitude de métiers, de professions à l'université. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents types de postes qu'on y retrouve dans votre secteur des ressources humaines et relations de travail et les autres secteurs et types de postes exigeant un diplôme universitaire, par exemple? Quel est le pourcentage de postes académiques versus les postes non académiques universitaires? Oui. Alors, en fait, c'est une belle grande question. À l'Université de Montréal, on est plus de 12 000 employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 60 des postes qui sont occupés par la grande famille du personnel administratif et de soutien, dont je pourrais vous en reparler, et 40 que c'est le personnel enseignant, chargé de cours, professeur, directeur de département, etc. Donc, en fait, dans la grande famille du personnel administratif de soutien, à l'Université de Montréal, on est comme une petite ville. Donc, en fait, il y a autant des agents de sécurité comme ceux que vous avez vus qui dirigeaient les gens dans les corridors, mais il y a également
également nos collègues ici qui travaillent au service d'admission et du recrutement. Il y a des conseillers en communication, il y a des gens qui travaillent en TI, il y a des gens qui travaillent évidemment aux ressources humaines, il y a des gens qui travaillent en finance, en philanthropie. Donc, vraiment, tous les types de postes que vous pouvez penser qui existent dans une ville, les postes en bureautique, etc., c'est ce qu'on peut retrouver à l'Université de Montréal dans cette belle grande famille. Aux ressources humaines, pour vous donner une idée, on est plus d'une centaine d'employés à travailler dans tous les postes que ma collègue a énumérés, donc c'est-à-dire autant des postes qui passent des relations de travail, les postes qui fait évidemment, moi, mon équipe, le recrutement, les gens les partenaires d'affaires qui sont en quelque sorte des généralistes qui accompagnent les gestionnaires dans leur mandat et leur travail au quotidien. Il y a également des gens qui travaillent en communication, des gens qui travaillent au niveau de la formation, du développement organisationnel. Donc, vous voyez, les types de postes sont très, très, très variés en ressources humaines, mais autant à l'Université de Montréal par rapport à la panoplie des emplois qui sont offerts dans nos merveilleux murs. Même chose, en fait, Madame Ouellette, au milieu hospitalier. J'imagine que quand vous dites que vous travaillez à Sainte-Justine, les gens pensent que vous êtes médecin ou infirmière. Mais justement, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les professions qu'on retrouve dans les hôpitaux? Et c'est quoi les pourcentages des emplois administratifs, par exemple, versus les emplois médicaux? Alors, effectivement, quand on travaille dans un grand centre hospitalier, les gens pensent toujours qu'on est du personnel soignant. Puis un peu comme à l'université, il y a un petit mythe entourant ça parce qu'à Sainte-Justine, on est presque 50% de personnel non soignant. C'est sûr, par contre, que tous ces gens-là gravitent autour des soins puis ont toujours en tête d'offrir le meilleur pour que nos petits patients aillent toujours mieux puis puissent rêver à un avenir meilleur. Donc, que ce soit des emplois en termes de un peu comme ici, là, des gens à l'hygiène de salubrité, des gens en administration, vraiment en finance. Puis tout le monde est important dans un centre hospitalier, là. Autant ceux qui préparent la paye des gens qui font des soins que le grand chirurgien qui va faire l'intervention. Si en amont, il n'y a pas, par exemple, des préposés qui ont tout nettoyé, qu'il n'y a pas des gens à la logistique qui se sont assurés que tous les équipements étaient prêts, étaient requis, ça ne fonctionne pas. Donc, travailler dans un grand centre hospitalier, c'est travailler vraiment, c'est pas cliché, là, mais c'est vraiment une grande chaîne d'humains au service des humains. Chaque personne est importante, chaque personne compte. Le patient, quand il est hospitalisé, il a besoin d'avoir un bon repas pour reprendre des forces. Mais ça veut dire qu'il y a des gens à la cuisine qui vont préparer le meilleur repas, qu'il y a également une personne à la diététique qui va vérifier que tout ce qui est dans l'assiette correspond à ce qu'il a besoin. Donc, vraiment, chaque personne compte pour offrir les meilleurs soins aux patients. Et puis, c'est vraiment diversifié. On a autant des gens en service juridique, des gens en génie biomédical, on a des gens en informatique. Donc, tout le monde est vraiment important dans un centre hospitalier. Puis un peu comme à l'université, au premier regard, on pense toujours au personnel soignant, les infirmières, les inalos, nos grands médecins, mais il y a énormément de gens dévoués et de cœur qui travaillent dans un grand centre hospitalier. Donc, on parle de 50%. Génial, merci. Madame Boivin-Soli, les milieux des relations de travail n'est pas très connu. Pouvez-vous nous parler du rôle qui jouent les personnes formées en relations de travail dans des organisations comme l'UDM, par exemple? En fait, mon micro. Est-ce que vous entendez? Oui. OK, excusez. Au départ, on dirait que ça a mal parti. Donc, en fait, les relations de travail, c'est une équipe d'à peu près 6-7 personnes qui travaillent à l'Université de Montréal aux ressources humaines. Et en fait, leur mandat principal, c'est de représenter les gestionnaires, en fait, de les accompagner dans leur gestion, que ce soit au quotidien ou lorsqu'il y a des conflits, comme ma collègue disait, à dénouer. De leur côté, les syndicats, parce qu'il faut comprendre, à l'Université de Montréal, on a plus d'une dizaine de syndicats. Donc, en fait, les syndicats, eux, représentent les employés. Ce n'est pas qu'on n'est pas là pour accompagner les employés, mais le rôle principal d'un conseiller en relations de travail, c'est de représenter son gestionnaire. Donc, en fait, le conseiller en relations de travail va être présent pour conseiller le gestionnaire dans sa pratique au quotidien pour l'aider à déchiffrer les règles qu'il doit parfois donner à un employé. Il va être aussi présent lorsqu'il est question de dénouer des impasses avec les syndicats. Donc, par exemple, lorsqu'il y a évidemment un dossier où un syndicat prétend qu'un gestionnaire a été, disons, trop sévère avec un employé, il va déposer un grief et à ce moment-là, le conseiller en relations de travail va s'occuper de représenter ce gestionnaire-là pour essayer de voir est-ce que ce gestionnaire-là a réellement été trop sévère, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a rendu une évaluation conforme, est-ce qu'il a donné le temps et la chance à son employé de s'améliorer. Donc, vous voyez, c'est le genre d'échange que le conseiller en relations de travail aura avec le syndicat pour essayer de dénouer cette impasse-là.
Évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle nos conventions collectives. Donc, je vous ai dit qu'on est plus d'une dizaine de syndicats, en fait, partenaires syndicaux, qu'on pourrait les appeler, qui travaillent à l'Université de Montréal. Donc, les conseillers en relations de travail sont un peu les gardiens de ces conventions collectives-là. Parce qu'au-delà de tout ce qui est écrit noir sur blanc dans une convention collective, il y a une panoplie de zones grises. Donc, ce sera toujours d'essayer de voir, d'interpréter ces règles-là, de voir comment on les applique dans notre pratique, dans notre milieu. Et aussi, lorsque les conventions collectives expirent, bien, il y aura à redéfinir ce contrat de travail-là. Donc, vraiment d'aller s'asseoir sur une table de négociation collective avec nos partenaires syndicaux pour arriver à trouver des ententes qui sont mutuellement acceptables pour qu'on ait ce contrat de travail-là dans lequel les parties vont être liées et vont pouvoir travailler ensemble. Donc, voilà pour les conseillers en relations de travail. Merci. Madame Dorval, pouvez-vous nous parler de l'évolution du domaine des ressources humaines et relations industrielles dans les dernières années? Oui, certainement. Bien, vous savez, le monde du travail s'est transformé, puis c'était déjà le cas avant la pandémie. Depuis, encore plus accéléré. Hein? Les transformations sont faites de manière exponentielle. Puis lorsque le monde du travail se transforme, bien le rôle RH se transforme aussi parce qu'il est central au monde du travail. Donc, plus que jamais, puis heureusement, la profession RH-RI, elle est vraiment perçue comme une profession qui est stratégique puis qui est au cœur de l'organisation. D'ailleurs, il y a quelques années, souvent, lorsqu'on identifiait nos leaders, nos hauts dirigeants, bien, on allait chercher des gens qui avaient des capacités financières très importantes. Évidemment, les chiffres, ça demeure important. Ceci étant dit, de plus en plus, on va aller chercher des leaders qui ont une fine compréhension de l'humain. Donc, ça fait en sorte que le professionnel RH est vraiment bien positionné par rapport à ça. Puis, on dit, plusieurs vont même jusqu'à dire que les professionnels RH, ce sont vraiment les PDG de demain à cause de cette fine compréhension de l'humain-là, parce qu'ils doivent, nos dirigeants doivent mobiliser, doivent amener les gens vers un objectif commun. Donc, les professionnels RH ont tout ce qu'ils ont besoin pour y arriver. Par rapport à l'évolution des enjeux, je l'ai mentionné précédemment, évidemment, vous le savez, j'imagine, on est en situation de pénurie qui, malheureusement, risque de se dégrader jusqu'à au moins 2030 et même avoir des répercussions au-delà de ça. Donc, les professionnels RH sont amenés à, oui, faire du recrutement, mais aussi à voir le recrutement, je dirais, ou voir l'organisation du travail autrement, parce que même si on allait chercher tous les humains disponibles pour pourvoir au poste des organisations, bien, les économistes nous disent qu'il en manque. Donc, il va falloir qu'ils fassent preuve de créativité pour voir avec le même nombre de paires de bras, comment qu'on peut faire les choses différemment. Donc, comment qu'on peut être plus efficient dans les organisations. Donc, ils vont voir à la réorganisation du monde du travail. Ils vont aussi œuvrer sur l'implantation des technologies qui permettent ce gain d'efficacité-là. Puis lorsqu'on parle de virage numérique, je suis certaine qu'on vous demande quelles professions ont rapport à cet enjeu-là. Vous allez me dire instinctivement les ingénieurs, les gens en TI, mais les professionnels RH qui ont un gros rôle à jouer parce qu'au centre de tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, web, robotisation, bien, il y a l'humain. Puis l'humain, il ne disparaît pas. Il a besoin d'être accompagné. Et c'est ça le rôle du professionnel RH, c'est d'accompagner l'humain dans ces transformations-là organisationnelles. Il y a aussi le volet de développement des compétences. On ne sait pas avec exactitude quels seront les métiers de demain, parce que le monde du travail évolue tellement rapidement. Mais chose certaine, si on ne veut pas, chacun d'entre nous et notre économie, tomber la face dans un mur, bien, on doit s'assurer au fil du temps de développer nos compétences de manière continue. Et les professionnels RH s'assurent de développer ces compétences-là, identifient celles qui sont les plus pertinentes pour l'avenir, puis aident autant les travailleurs que les gestionnaires que l'organisation à y parvenir. Donc, il y a plein d'autres enjeux aussi nouveaux sur lesquels ils œuvrent, le télétravail, les modes de travail hybride. Hein. Il y a à peine 2 ans, rares ceux qui pouvaient télétravailler. Maintenant, on parle d'un modèle hybride tout azimut. Donc, ce sont eux qui définissent quels seront les modèles de travail de demain, comment les implanter. Donc, c'est quelques exemples qui démontrent l'évolution des enjeux sur lesquels ils travaillent. Merci beaucoup. Madame Ouellette, quels sont les enjeux autour de votre profession au sein d'un hôpital? On note que vous combinez les volets ressources humaines et communication au sein de Sainte-Justine. Comment voyez-vous ces doubles rôles en soutien aux enjeux des ressources humaines? Une très grande question. Je vais commencer par le premier volet, celui des défis. Je pense qu'on a évoqué à maintes reprises au cours de la conférence la pénurie de main-d'œuvre. Je vous dirais qu'elle est présente également dans le réseau de la santé. Elle est présente également à Sainte-Justine.
Ma plus grande préoccupation à l'heure actuelle, oui, c'est de recruter des employés, mais c'est surtout m'assurer que les gens qui sont en poste soient bien, soient heureux et restent en poste. Donc, on parle vraiment de fidéliser les talents, comment faire pour qu'une ressource précieuse qu'on a formée, qui est super spécialisée, se sente bien, veulent évoluer au sein de notre établissement, veulent avoir un cheminement de carrière intéressant, puis un certain équilibre de vie. Je pense que les gens dans la salle, puis les jeunes générations, cherchent d'abord et avant tout à trouver un équilibre de vie. Et c'est vraiment ce qui nous habite. Comment on peut s'assurer d'offrir un milieu qui est sain, mais aussi qui favorise un certain équilibre et qui permet d'avoir du temps libre. Et c'est pas toujours facile quand on est dans un environnement qui offre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je vous dirais que c'est notre grande préoccupation. Ma plus grande préoccupation, c'est vraiment de m'assurer que les gens continuent d'évoluer et soient bien dans cet environnement-là. À cet effet, je pense que justement, mon double chapeau permet peut-être certains avantages. À vrai dire, à Sainte-Justine, il y a une grande synergie entre les communications et la grande équipe des ressources humaines. Je pense que mes collègues autour de table vous ont exprimé les différents métiers qui existent en ressources humaines. Il y en a tout autant en communication. Et donc, je pense de mettre tous ces cerveaux-là ensemble permet à la fois d'entrevoir un milieu de travail où chacun se développe, chacun puisse évoluer, mais aussi que les gens se sentent valorisés et reconnus. Et donc, c'est de mettre ces forces-là en commun qui permet d'aller plus loin. Et jusqu'à maintenant, bien, c'est une aventure qui est fructueuse parce qu'on essaie de faire briller nos talents au sein d'établissements et à l'extérieur. Et donc, c'est peut-être un petit avantage que je vois de mettre ces deux grandes équipes-là ensemble. Très intéressant. Madame Boivin-Soli, alors pour vous, quels sont les enjeux de votre profession au sein de l'université et comment positionnez-vous l'innovation en ressources humaines et relations de travail? Donc, au risque de me répéter, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, effectivement, est quelque chose qu'on ne peut pas nier, qui existe. Moi, je vais vous faire un paradigme. Lorsque j'ai commencé à travailler en acquisition de talent, en fait, on disait aux conseillères de l'équipe, là, vous aurez 30 secondes pour regarder un CV parce qu'on recevait tellement de CV pour une candidature, là, des centaines, qu'on n'avait pas le temps de toutes les lire au complet. Maintenant, ce qu'on dit, c'est aux candidats, ils vont peut-être passer 10 secondes en regardant les offres d'emploi des employeurs. Fait que le paradigme a complètement changé. C'est-à-dire que les employeurs, en ce moment, on doit faire tout mettre en œuvre pour faire du recrutement qui est plus actif et non du recrutement qui est passif et attendre ces candidatures-là. Donc, ça passe par toutes sortes de stratégies, mais on a, entre autres, par exemple, dans l'équipe de travail, moi, j'ai des recruteuses maintenant, c'est des nouveaux postes qu'on a créés. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est de la chasse de tête. Avant de la chasse de tête, là, aller chercher des talents à l'extérieur, on pensait plutôt que c'était des firmes, des boîtes noires qui faisaient ça, qui étaient spécialisées dans ce domaine-là, mais maintenant, c'est intégré aux ressources humaines parce qu'on a besoin d'aller au-devant des talents, d'aller chercher ces candidatures-là. Pour les relations de travail, en fait, l'innovation passe vraiment par des communications qui sont, en fait, bidirectionnelles, avec nos partenaires syndicaux. Donc, en fait, c'est d'établir un climat de collaboration en continu avec eux pour essayer, finalement, de voir venir des coûts. Donc, par exemple, sur une table de négo, une négociation traditionnelle, le syndicat va déposer son cahier de demande et, de l'autre côté, l'employeur va déposer son cahier de demande et les deux vont arriver à se confronter sur les cahiers de demande. Moi, j'ai fait partie d'une table de négociation et on a plutôt axé sur une négociation basée sur les intérêts. Donc, c'était vraiment en échangeant avec l'autre partie qu'on arrivait à définir quels étaient nos intérêts communs pour essayer de trouver des solutions qui étaient communément acceptables. Donc, ça, c'est de la négociation basée sur les intérêts, un exemple, mais il peut y avoir aussi au quotidien un enjeu avec un employé et auparavant, disons, les relations de travail allaient dire, bien, on va émettre une quelconque mesure disciplinaire à cet employé-là. Ce qu'on tente de faire présentement, c'est qu'au lieu de discipliner cet employé-là, on tente de prendre les partenaires syndicaux comme nos alliés. Donc, on va les appeler. On va leur dire, voici ce qui s'en vient pour l'employé XY. Puis, est-ce que tu penses qu'on a un terrain d'entente qu'on peut faire? Donc, en ayant cette approche-là, les partenaires syndicaux peuvent essayer de faire avancer le dossier différemment en contactant l'employé puis en essayant de voir, regarde, on s'en va là, mais si on propose tel genre d'entente, peut-être qu'on peut arriver à un compromis. Donc, ces genres de relations-là font en sorte que nos partenaires syndicaux, en fait, il faut les voir comme ça, comme des alliés avec nous. C'est des partenaires de travail et il ne faut pas nécessairement les mettre dans un coin et penser que nous, l'employeur, on est le gros méchant et le syndicat aussi défend ses membres. Non, on est une équipe ensemble,
puis on va gérer le personnel et, en toute solidarité. Et bien sûr, on n'aura pas toujours des idées qui sont communes, je peux dire, on peut avoir des échanges, des intérêts qui sont différents, mais le but, c'est d'en arriver à des compromis qui sont communément acceptables. Merci beaucoup. Si vous aviez un message à livrer à nos futurs étudiants en lien avec vos secteurs, ce serait quoi? Oui, bien, je peux Veux-tu peut-être, parfait, je vais peut-être commencer. Moi, je vous dirais, pendant vos études, profitez-en pour être curieux, pour ne pas vous mettre des barrières. Ouvrez-vous l'esprit. Posez des questions pendant vos cours pour bien comprendre ce domaine-là. Si vous avez l'opportunité de faire des travails étudiants, des stages, faites-le dans différents types de domaines. Si vous choisissez les ressources humaines, dans différents types des domaines des ressources humaines, parce que c'est vraiment par l'expérimentation qu'on apprend qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas comme tâche, mais aussi qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas comme milieu de travail. Donc, posez des questions pendant vos cours, posez des questions à des professionnels qui sont sur le marché du travail déjà pour vous ouvrir les horizons. Puis des fois, puis moi, j'en suis moi-même un exemple. Des fois, on pense qu'on s'en va quelque part, puis finalement, on l'essaye, puis on se dit « Hi, c'est pas tout pour moi ». Fait que ouvrez-vous l'esprit parce qu'on peut avoir des belles surprises. Ensuite, je vous dirais également, profitez de votre passage universitaire pour développer votre réseau parce qu'il est précieux. Donc, que ce soit avec vos pairs, les autres étudiants, que ce soit par vos profs ou les autres intervenants en milieu scolaire, et en profitant, puis là, on sait tous, on est allé à l'université, les 5 à 7, c'est super le fun. Sauf qu'en plus d'avoir du fun, bien, ça vous permet aussi de connaître différentes personnes, les concours universitaires, même chose dans vos cours, parlez à différentes personnes, mettez-vous en équipe avec des personnes différentes parce que toutes ces occasions-là vont vous permettre de développer votre réseau qui va être tellement précieux. Qui va vous permettre aussi, qui va faire aussi en sorte que votre parcours universitaire va être le fun, mais qui va être tellement précieux pour votre transition vers le monde du marché du travail et même plusieurs années après. Parfois, bien, on a des opportunités parce qu'on connaît quelqu'un quelque part qui nous dit que. Donc, ça, c'est vraiment précieux. Puis, finalement, oui, je voudrais vous dire, soyez patients. On l'a dit, hein, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Il est possible qu'il y ait des gens qui viennent vous approcher pendant que vous êtes étudiant puis qui vous disent finis tes études rapidement ou à temps partiel ou prends une pause, viens travailler chez moi. Peut-être que c'est des belles opportunités, mais pensez-y 2 fois parce que chaque chose vient en son temps. Votre période universitaire, elle est pour 3, 4 ans. Puis après ça, le monde du travail, il va arriver bien vite. Donc, prenez votre temps. Je vois aussi souvent les gens, ils ont plein d'étoiles dans les yeux. Ils se voient déjà dirigeants, ils se voient déjà gestionnaires d'une grande équipe. Et je vous souhaite avoir cette opportunité-là, mais ne négligez pas que chacune des étapes universitaires puis vos premiers postes vont vous donner aussi des réflexes d'assumer cette position-là de grand gestionnaire, de grand dirigeant avec confiance et avec profondeur. Donc, évitez de brûler les étapes, mais amusez-vous parce que c'est le fun. C'est le fun, l'université, je m'ennuie. Peut-être je peux poursuivre un peu sur cette note un peu plus personnelle. J'ai envie de vous dire, il n'y en a pas un bon chemin. Okay? Chaque expérience que vous faites est enrichissante. Chaque aventure, même un emploi d'été, un emploi de fin de semaine, vous permet de découvrir vos forces, vous permet de découvrir, je suis peut-être plus à l'aise dans telle situation ou dans telle autre. Je pense que tout ça vous permet d'apprendre à vous connaître et de permettre de découvrir dans quoi vous allez être bien un petit peu plus tard. J'ai envie de dire, je pense qu'il faut voir ça comme un chemin qu'on trace puis qu'on découvre au fur et à mesure. Il n'y en a pas un bon chemin. Chacun des chemins vous appartient, puis en fonction du parcours que vous allez faire, chaque aventure, je pense, permet de vous découvrir puis vous permet d'avancer. J'ai envie aussi de vous dire, le réseau de la santé, c'est quand même un beau milieu. C'est plus fort que moi, je vais vous le dire. Quand on est jeune, je ne pense pas qu'on rêve à une carrière comme nos parents, là, toujours dans le même milieu. Je pense que cette époque-là, elle est révolue. Par ailleurs, le réseau de la santé, c'est un milieu qui est en constante évolution et qui a besoin de talents et de gens énergiques. Souvent, là, je pense que quand on travaille un petit peu plus tard, on veut trouver un sens à notre travail. On ne veut pas juste faire du 9 à 5 puis revenir à la maison et se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? » Bien, le réseau de la santé, le milieu
hospitalier, j'ai envie de dire, vous permet d'avoir un sentiment du devoir accompli, mais un sentiment aussi de contribuer à quelque chose de plus grand. C'est très nourrissant de travailler dans le réseau de la santé. Quand j'en rentre dans l'ascenseur, puis je vois un petit enfant avec ses parents qui s'en va à un rendez-vous, mais c'est sûr que c'est pas moi qui contribue à ce que demain il soit plus en santé ou que son avenir va être meilleur, mais je fais quand même partie de la grande équation qui fait que si un jour il va mieux, ben il y a un petit peu de nous derrière tout ça. J'ai envie de dire, le réseau de la santé, oui, là, je suis privilégiée, je suis dans un établissement où on traite des enfants, mais même dans tous les autres établissements, on a besoin de gens talentueux et énergiques et il y a énormément de perspectives d'emploi. Vous le voyez, moi-même, je n'ai pas eu un parcours classique, mais je pense que les portes sont grandes ouvertes, puis des gens de cœur, ils en ont vraiment besoin dans le réseau de la santé. Même chose de mon côté. J'avais envie de vous dire, suivez votre voie intérieure, suivez vos passions, c'est ce qui est important. Moi, lorsque j'ai commencé, j'étais dans cette salle-ci, j'ai eu des examens. Et jamais j'aurais pu me dire qu'un jour, je serais ici pour vous parler et que je serais ici comme représentante d'une équipe, comme une gestionnaire, en fait, d'une équipe de recrutement. J'avais pas ça en tête, j'avais pas un but précis. J'avais simplement la passion du domaine d'études dans lequel j'étudiais, les relations industrielles. En fait, même pour revenir un petit peu de façon plus personnelle, j'ai commencé même en communication, en publicité. Et lorsque j'étais assis dans ces salles de cours-là, je ne me retrouvais pas. Et lorsque je suis allée en relations industrielles, qui était pour moi un domaine qui ralliait autant les communications, autant le droit du travail, les ressources humaines, bien là, je me suis dit, là, je reconnais mes pairs, je me reconnais, mais je ne savais pas précisément ce que j'allais faire. Et j'ai eu la chance, en fait, effectivement, comme on l'a présenté au départ, de faire mon stage à l'Université de Montréal et de gravir finalement les échelons à l'Université de Montréal et j'en suis profondément fière. Donc, en fait, ce chemin-là, il ne sera pas tracé. Faites-vous confiance. Et si vous n'aimez pas le domaine dans lequel vous vous trouvez, bien, écoutez cette voix intérieure-là. Ça ne sert à rien de vous forcer et puis vous dire, peut-être que je vais aimer ça. Écoutez et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Parce qu'en fait, le domaine des ressources humaines, vous allez pouvoir, en fait, y trouver votre bonheur, que ce soit en ressources humaines pures, mais aussi si vous devenez un jour gestionnaire dans une quelconque autre entreprise, ou même si vous décidez de partir à votre propre compte comme entrepreneur. Bref, les ressources humaines, c'est vraiment un domaine varié. Les entreprises auront toujours besoin de gens qualifiés en ressources humaines, donc je pense que c'est un bon domaine pour vous si c'est ce qui vous intéresse. Merci. Ce sont des conseils très, très précieux. Comme vous voyez, il y a plein de possibilités d'emploi un peu partout. Je passe maintenant aux questions du public. N'hésitez pas à envoyer vos questions à travers la plateforme Slido avec les codes qui sont affichés à l'écran. La première question, ça s'adresse en fait à vous trois. Est-ce que votre formation universitaire vous a bien préparé à réussir dans vos rôles? Quels conseils, pour les futurs étudiants, vous venez de donner les conseils. Alors, est-ce que la formation vous a bien préparé? Je peux peut-être dire que dans le fond, bien honnêtement, là, quand j'étais assise sur les bancs d'école, je me disais, mon Dieu, je vois beaucoup de théories, qu'est-ce que ça va faire, tout ça, comment? Mais je pense que ça développe des réflexes stratégiques. Je pense que ça développe une capacité de rédaction, une capacité de réflexion. Et moi, j'ai toujours continué à aller à l'école parce que j'ai toujours aimé ça. Donc, mon premier bac, mon deuxième, mon MBA, tout ça, je pense, m'a nourri, non pas à être une meilleure personne technique, mais à être une personne toujours plus stratégique, à être capable d'évaluer les enjeux, de comprendre un peu les éléments autour de moi, de mieux comprendre mes pairs. Donc, je pense que ça alimente une certaine réflexion, puis c'est fort utile. Et en parallèle, si vous avez envie de quelque chose de concret, j'ai envie de vous dire, combinez ces grands cours théoriques dans des grandes salles avec des stages. Je pense que c'est fort utile et fort pratique. Ça nous permet, encore une fois, de découvrir le milieu, de savoir est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Et donc, moi, je peux vous dire que oui, je pense qu'il n'y a pas je peux pas nommer un cours qui a été plus utile qu'un autre, mais dans le fond, tout mon parcours scolaire m'a permis d'enrichir ma réflexion, de me donner des outils pour être où je suis aujourd'hui. Oui, ben oui, certainement. Ça revient à un point que je parlais tout à l'heure. La formation universitaire, c'est parfait parce que ça vient nous donner des fondations, des bases solides sur lesquelles, après ça, on peut grandir. Puis évidemment, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait en milieu de travail. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, au-delà de la théorie, bien, il y a aussi tous les réseaux, tous les gens que vous allez rencontrer. Puis la question, c'est est-ce que ça nous a bien préparés? Bien, moi, je dis c'est beaucoup le réseau aussi parce que combien de fois ça m'est arrivé de me dire que j'avais une question ou une idée, puis là, c'est parce que je connaissais quelqu'un avec qui j'avais étudié, qui avait fini
par aller dans tel type d'organisation, que tu étais devenu tel spécialiste, puis là, j'ai pu y envoyer un petit mot, il m'a répondu. Donc, tout ça, c'est vraiment facilitant dans le parcours. Donc, l'université, c'est un lieu magnifique où est-ce qu'on va chercher beaucoup de connaissances, mais c'est aussi un lieu où est-ce qu'on va chercher des alliés pour le futur. En fait, j'endosse ce que mes collègues ont dit. Ça pourra vous permettre de créer votre capacité aussi à rédiger, comme vous avez dit, mais aussi à établir aussi une certaine forme de jugement, parce que vous allez voir des cas pratiques. Et en fait, en étudiant ces cas-là, bien, c'est sûr que vous ne vous souviendrez pas précisément de tout ce que vous avez vu, mais ça vous aidera en fait à garnir finalement votre mémoire de certains exemples que vous avez déjà eus. Et bien, moi, je me souviens de certains cas qu'on a étudiés, puis on en parle encore en termes de jurisprudence, là, en droit du travail, par exemple. Donc, en fait, oui, c'est un milieu concret qui pourra vous servir. Vous ne vous souviendrez pas de tout, c'est certain, mais vous vous souviendrez de l'important, vous vous souviendrez de votre réseau, vous vous souviendrez de certains professeurs qui vous auront marqué. Et en fait, ça, ce sera précieux de garder, en fait, contact avec toutes les personnes que vous pourrez garder contact. Et ce que vous aurez en mémoire, en fait, là, c'est un beau bagage d'expérience pour vous permettre ensuite de foncer dans le monde du travail, jumelé à des expériences de travail, en fait, où cette théorie-là que vous aurez vue sur les bancs d'école vont vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Je pense qu'effectivement, c'est la clé qui pourra vous permettre de voir cette transition-là un petit peu plus facilement, disons. Merci. Une dernière question, c'est pour vous, Madame Dorval. Quelles sont les compétences recherchées chez les professionnels ressources humaines? Quelles qualités, traits de personnalité sont pertinentes pour devenir un professionnel RH? Oui. En fait, c'est sûr que dépendamment de la spécialisation que vous voulez faire, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde RH, ce sera peut-être des qualités qui sont différentes, mais de manière générale, c'est sûr que c'est une profession qui est tournée vers l'humain. Donc, il faut avoir beaucoup d'empathie parce que il y a des gens qui vont, en tant que professionnel RH, il y a des employés, des gestionnaires qui vont cogner à votre porte parce qu'ils vont avoir besoin de conseils. Ils vont vivre des situations difficiles au travail et parfois même à la maison, puis vous allez devoir les accompagner là-dedans puis les aider à trouver des solutions. Donc, il faut beaucoup d'empathie, de la compréhension de l'autre, de se mettre à sa place. C'est bien important pour faire cette profession-là. Du leadership aussi parce que les professionnels RH, maintenant, ils sont à la table des décisions, ils sont sur les comités de direction des organisations, puis il va y avoir quelqu'un qui est en finance, quelqu'un qui est en marketing, quelqu'un de plein de domaines, et le professionnel RH va être le seul qui va vraiment devoir mettre au centre de toutes ces considérations financières de vente ou autres, l'humain. Donc, vous allez devoir avoir beaucoup de leadership pour amener cet humain-là au centre de la table. Évidemment, bien aussi, c'est des gens souvent qui ont une certaine rigueur parce que qui dit ressources humaines dit aussi mettre en place des cadres pour que les gens travaillent bien ensemble. Donc, il faut cette rigueur-là pour développer ces cadres-là puis en faire en sorte qu'ils sont appliqués. Puis dans le contexte présent, avec les défis qui sont tellement importants et de taille dans le monde du travail qui sont en matière de gestion des ressources humaines, bien, il faut aussi une petite dose d'innovation puis de créativité parce qu'il y en a beaucoup de ces défis-là, puis des fois, bien, il faut voir les choses autrement. Génial. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou? Ça va? Ça va. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de la conférence. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir ici rencontrer nos conférencières et poser vos questions. Sinon, n'hésitez pas à visiter nos kiosques, les kiosques des relations industrielles juste à droite. On a aussi tous les kiosques en communication de plusieurs domaines d'études. Et si vous avez des questions très précises sur l'admission, nos agents d'admission sont au 3e étage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.